il se passe quoi dans les mondes culturels depuis une décennie? Il semble que tous les 2 mois, une nouvelle controverse éclate, qu'il s'agisse des séries télévisées, des films ou des jeux vidéo. Blanche-Neige est problématique, ils ont rendu la petite sirène racisée. Prenons l'exemple du monde des jeux vidéo. Celle-ci représente la plus grosse industrie du monde devant les cinémas, et cette industrie culturelle est également numérique. Aujourd'hui, représenter une personne qui joue par un homme blanc sur son ordinateur, le cliché du geek à lunettes, n'aurait plus vraiment de sens. D'ailleurs, est-ce que ça en a déjà eu un? En tout cas, une chose est sûre, la réalité de la population des gamers est différente. D'après le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le joueur moyen a 38 ans. Concernant le genre, la moitié des joueurs sont des joueuses, de quoi déjà désamorcer pas mal de préconçus. Pour autant, malgré une population de plus en plus diversifiée, les représentations ne suivent pas. Combien de jeux vidéo comptent comme personnages principaux des personnes noires, des femmes, des PSH ou même des personnes d'un âge différent du classique 20-30 ? Pour essayer d'y comprendre quelque chose, il faut d'abord considérer que le numérique n'est pas un monde à part. Une société qui entretient racisme, sexisme et patriarcat verra forcément ses travers se refléter dans ses œuvres culturelles numériques. C'est pour comprendre les coulisses de cette guerre culturelle que nous avons eu le plaisir d'échanger avec Jennifer Lufo, fondatrice et présidente de l'association Afrogameuse, une association qui milite pour la visibilité des personnes sous-représentées dans l'industrie. Ok, je lance Azerty. Afrogameuse donc milite pour plus de représentation dans le jeu vidéo. Pour ce faire, l'association a plusieurs activités. Entre organisation d'événements dans lesquels on discute de ces problématiques et présence sur Twitch, l'association trouve aussi le temps d'aller auprès des studios, auprès des gens qui font les jeux, pour montrer qu'il existe des voies différentes et que tout le monde doit pouvoir s'approprier le jeu vidéo. Une mission qui se rapproche de l'activité principale de Jennifer, qui est consultante en DEI pour Diversity, Equality and Inclusion. Entre nous, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit que c'était assez abstrait comme activité. Alors, on a demandé à Jennifer de nous expliquer en quoi consistait son travail. En fait, moi, mon travail se fait principalement vraiment autour des jeux, de la production des jeux eux-mêmes. On est dans un cadre où les studios de jeux vidéo sont composés essentiellement d'hommes blancs cis hétéro-valides. À partir de là, on sait que ça a un impact sur les jeux et que c'est aussi pour ça qu'on retrouve des jeux avec des personnages, des environnements qui sont stéréotypés, qui n'ont pas forcément de profondeur. Et moi, mon objectif, c'est justement d'aider ces studios-là à avoir déjà un point de contact à qui en parler, parce que généralement, s'ils n'ont pas une personne avec qui en parler, en fait, soit ils vont rien faire vis-à-vis de ces sujets-là, complètement passer à côté de la question, soit ils vont le faire mais très mal. Et donc perpétuer les stéréotypes dans les jeux. Donc mon objectif à travers ce job-là, c'est vraiment de les aider à prendre en main ces sujets, les rassurer, leur dire c'est ok, ça va bien se passer. Vous pouvez créer des histoires qui concernent d'autres peuples dont vous ne connaissez absolument rien, tant que vous les faites avec les bonnes personnes qui peuvent vous accompagner pour répondre à vos questions et faire en sorte que vos jeux ne posent pas de problématiques sociétales plus que nécessaires en fait. Je sais que nous sommes au début de l'entretien, mais je ressens déjà le besoin de poser une question sur un sujet un peu différent. Jennifer s'est en fait présentée avec une t-shirt, si je me souviens bien, de Nina Simone. Bon, bien sûr, un tel t-shirt n'a plus rien d'exceptionnel, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une valeur différente sur Jennifer. Nina Simone est un véritable symbole d'un courant politique et culturel appelé afroféminisme, dans lequel on regarde l'intersection du féminisme et de la race. Bon, un peu pour éviter les questions biographiques qu'on lui pose souvent, j'essaye plutôt de la jouer sur ce terrain, en parlant d'écrivaines de ces courants comme Bell Hooks, Angela Davis ou Audre Lorde. Allez les chercher si vous ne le connaissez pas, elles méritent vraiment. L'afroféminisme m'inspire depuis très très longtemps. J'ai vraiment plongé dedans au niveau de mon adolescence et encore plus à partir de 2020 avec les mouvements Black Lives Matter. C'est quelque chose qui m'a énormément affectée et c'est aussi ça qui a inspiré la création d'Afrogameuse. Il n'y a pas de coïncidence, c'est vraiment un des points clés, un des points desquels je suis partie en fait pour monter l'association. Donc il y a une revendication en fait d'afroféminisme qui se fait derrière parce que
Rien que le concept d'afro-gameuse, c'est vrai que c'est un nom qui fait grincer les dents parfois aux gens qui me disent pourquoi tu fais pas juste gameuse, enfin déjà on sait que la place des femmes dans les jeux vidéo c'est déjà un sujet, pourquoi est-ce que tu es obligé d'aller rajouter l'afro derrière? Tout simplement parce qu'on existe en fait, et qu'on est là, et qu'on a le droit d'être vu, et qu'on a le droit de mettre en avant des sujets qui nous concernent. Et ce que je raconte pas généralement aussi, c'est que avant même la création d'afro-gameuse, moi j'avais monté un blog, j'avais commencé à créer un blog où je voulais juste raconter ma vie et mon vécu en tant que femme noire, parce que je ne trouvais pas des témoignages de femmes noires en ligne, et encore moins dans le jeu vidéo. Donc c'est à partir de là, je me suis dit, je vais parler de jeux vidéo, et puis au fur et à mesure, l'idée d'afro-gameuse est devenue évidente en fait. Et c'est à partir de sa création aussi que je me suis rendu compte que les gens avaient d'une certaine manière besoin aussi d'une initiative comme ça, et je m'en doutais pas du tout. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que les personnes racisées et les personnes sous-représentées de manière générale meurent d'envie d'avoir ce genre de choses en fait, parce qu'on manque tellement de représentation à tous les niveaux que lorsqu'on en trouve un petit peu, on se raccroche énormément à ça. C'est assez fort ce que nous dit Jennifer. Les personnes sous-représentées meurent d'envie d'avoir ce genre d'initiative. Et franchement, ça paraît évident. Il n'y a rien de plus humain que de chercher des personnes qui nous ressemblent. Pour autant, juste représenter pour représenter, c'est discutable. On pourrait naïvement se dire « Tiens, il n'y a pas assez de personnages noirs dans mon jeu, je vais en rajouter et plus de problème. » Sauf que c'est plus compliqué que ça. Prenons l'exemple de Franklin, personnage noir d'un des jeux les plus vendus de tous les temps, GTA V. Alors oui, comme ça, on peut se dire que beaucoup de gens ont vu ce personnage, ont joué ce personnage, donc c'est chouette, mais quand on y regarde de plus près, Franklin correspond à un certain archétype. J'ai l'impression que ce genre d'archétype de personnage sert à un immobilisme dans la manière qu'ont les studios de représenter les personnes racisées. Je partage cette réflexion à Jennifer. L'exemple de Franklin, c'est vrai qu'il est super parlant parce que généralement quand tu vas en parler, il y a énormément de fans de GTA qui vont dire oui mais attends mais c'est GTA, enfin c'est tout le but de GTA, c'est d'être un peu dans une satire pour dénoncer la société américaine dans toute sa splendeur, et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que il y a un moment pour tout en fait. Franklin, il appartient à cet univers de GTA et il dénonce quelque chose, mais malgré tout, c'est pas comme si on n'avait pas d'autres manières de représenter ce type de personnage. Moi, quand je demande autour de moi qu'on me cite des personnages noirs iconiques dans les jeux vidéo qui ont un rôle principal, Franklin va beaucoup ressortir, et je trouve que ça en dit long sur la perception qu'ont les gens des personnages noirs dans les jeux vidéo. Il y en a d'autres, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui ressort? Pourquoi est-ce que c'est lui qui est tout de suite l'exemple qui est mis en avant? Les gens aujourd'hui vont aussi nous parler de Miles Morales dans Spider-Man, ils vont peut-être parler de Colt dans Deathloop, et ça c'est plutôt des jeux assez récents. Mais ça en dit long sur le fait que les personnages racisés, lorsqu'ils existent, effectivement, ils sont mis dans une position où ils sont des clichés sur pattes, en fait. Vraiment, y a pas d'autres mots pour le dire. Moi, il y a une corrélation que j'ai faite à partir du moment où vous avez des personnes qui sont sensibilisées à ces sujets-là, des représentations, qui sont aussi des personnes concernées, presque automatiquement, ça va en effet avoir un impact sur la production des jeux et sur la manière dont on va essayer de faire des personnages un peu plus réalistes, un peu plus moins stéréotypés, un peu plus authentiques. Et l'exemple typique pour moi, c'est les jeux du studio Arkane, qui est Arkane Studio. Ils ont un studio à Lyon, et le game director du studio, c'est Dinga Bakaba. C'est un homme noir d'origine ivoirienne qui dirige le studio maintenant depuis quelques années. Et comme par hasard, dans les principaux jeux qu'ils ont réalisés ces dernières années, t'as Deathloop, où t'as deux personnages noirs qui sont vraiment les personnages principaux du jeu et qui sont mis en avant aussi sur l'affiche. Avant ça, t'avais Billy dans Dishonored aussi. Et je me suis posée avec Dinga et je lui ai posé la question, est-ce que c'est un hasard, du coup, le fait que toi, tu sois directeur du studio et que, comme par hasard, vous travaillez sur ces projets-là? Et d'ailleurs, l'un des projets à venir pour Arkane, c'est aussi de travailler sur Blade, qui est quand même un personnage aussi, le vampire emblématique de l'époque, incarné par Wesley Snipes à l'époque. Donc pour moi, ce n'est pas un hasard. Lui, il me dit que si, parce que je pense que il peut pas trop dire ça. Il peut pas trop dire que oui, parce que je suis un mec noir à la tête du studio, ça a un impact direct. Mais
intrinsèquement, je pense qu'il y a forcément un impact. Et en fait, c'est aussi en ça que c'est tellement important d'avoir des personnes qui auront un pouvoir décisionnaire, qui seront dans des instances de décision qui vont leur permettre, en fait, de peut-être un petit peu plus affecter donc la direction des jeux. Au fait, Blade, quel film incroyable. Et quand je l'ai vu, j'étais petit. Mais ce n'est pas parce que c'était un acteur noir que je n'arrivais pas à rentrer dans les films. Dans l'industrie, le cœur du problème est que ces personnes ne sont pas au centre de la production. Mais j'ai un peu envie de me faire l'avocat du diable en ce qui concerne les spectateurs. À écouter certaines voix, la diversité est désormais imposée partout dans la culture. Il y a même des listes sur Internet qui essayent de le prouver et de dire que tout est devenu woke, féministe, pro-LGBT et pro-minorité en général. Je demande donc à Jennifer s'il y a un problème et s'il y a une limite entre augmenter la diversité et les wokismes entre guillemets. Est-ce que pendant ces 50 dernières années, il y a eu des polémiques sur le fait que la plupart des personnages principaux dans les jeux, c'était des mecs blancs, virils, hétéros? Personne ne s'en est réellement plaint. En tout cas, on n'est pas allé jusqu'à créer des listes pour dénoncer ces jeux-là. Et aujourd'hui, comme par hasard, parce que les personnes sous-représentées existent, en fait, dans ces milieux-là, on nous dit que c'est pas normal. Je pense que la raison pour laquelle on voit un petit peu plus de diversité dans ces milieux-là, c'est tout simplement parce que, déjà, les personnes concernées ont un petit peu plus les moyens de créer. Avant, on n'avait pas la possibilité de faire des jeux. Avant, c'était extrêmement difficile. Aujourd'hui, on peut faire du no-code, on peut faire nous-mêmes un petit peu de graphisme, d'illustration de personnages, on peut obtenir des subventions aussi pour faire nos propres jeux. Il y a énormément de solo devs qui sont des personnes qui ont envie de raconter leurs propres histoires, qui s'y mettent et qui réussissent et qui montrent aussi que ça fonctionne. La preuve, c'est que les jeux, entre guillemets, woke, effectivement, ils fonctionnent d'une certaine manière parce que les gens ont envie de ces nouveautés-là, ils ont envie d'un peu plus d'originalité et ils ont envie de voir de la diversité dans les histoires qu'on propose en fait. Donc les gens qui disent qu'il y a du forcing, c'est des gens qui longtemps ont été privilégiés parce que ils se sont toujours vus à travers ces représentations-là et aujourd'hui ils ont l'impression qu'on fait un espèce de grand remplacement dans le jeu vidéo alors que ce n'est pas le cas. En fait, faire des jeux dits woke, ce n'est pas facile. Je veux dire, on est dans un monde aussi, c'est du business, le jeu vidéo, c'est la première industrie dans le monde du divertissement aujourd'hui, c'est du business et vous devez rendre des comptes derrière à des actionnaires qui doivent vous donner de l'argent ou non pour faire vos jeux. Donc, on sait aussi, il y a des gens qui nous racontent leur expérience et qui nous disent, moi, j'ai dit aux investisseurs que je vais faire des jeux qui vont mettre en avant un personnage gay, une héroïne noire, par exemple, une héroïne racisée, et ils nous disent non, ils vous disent non, ça va pas marcher parce que c'est une femme, parce que c'est un personnage queer, etc. Donc, il y a énormément de barrières à franchir pour réussir à sortir ces jeux-là. L'argument du wokisme, il fonctionne pas non plus parce que ce sont des jeux où on nous dit qu'ils ne fonctionnent pas, alors que quand tu prends l'exemple de God of War, Ragnarok, qui a fait un énorme carton, ou encore Alan Wake 2, qui lui aussi a vraiment bien fonctionné, on nous dit ça fonctionne pas, et pourtant, si, c'est bien la preuve qu'il y a un marché pour ça. C'est bien la preuve que les gens ont envie d'avoir ce type de jeu-là. Ça veut pas dire que les jeux de guerre de base qu'on connaît, les jeux militaires et compagnie, avec ce qu'on a l'habitude de voir, ils fonctionnent pas. La preuve, c'est qu'on a eu Stellar Blade, qui est sorti cette année, avec une héroïne hyper sexualisée, ils ont même pas essayé de s'en cacher, au contraire, ils l'ont vraiment assumé. Ça cartonne. On a Black Myth Wukong, qui là aussi est un jeu qui, pour le coup, est sorti, créé par des Chinois, qui ont, en lançant le jeu, ils ont averti tout le monde et ils ont demandé aux créateurs et aux critiques de ne pas mentionner le féminisme, de ne pas faire de propagande féministe, de ne pas parler du Covid-19. Et c'est pas des jeux qui en pâtissent derrière. Enfin, je veux dire, il faut laisser la place, en fait, aux créateurs qui ont envie de faire passer ces messages-là, de le faire, tout simplement. Les exemples que nous montre là Jennifer, je les aime bien parce qu'ils nous montrent que le progressisme d'une œuvre n'empêche pas son succès. Mais comme elle l'a rappelé, tout ça c'est du business. Et peut-être qu'on peut y voir de réelles avancées, mais peut-être aussi qu'il y a là une certaine marchandisation des luttes qui est critiquable, non ? Je pense qu'il faut pas être dupe et qu'on est dans un monde capitaliste et que évidemment les grosses boîtes notamment veulent bien sûr se servir de ça pour se faire de l'argent. Et je pense que
malheureusement, en fait, c'est une étape dans laquelle on est et qui n'est pas prête de passer et qui va continuer. Effectivement, il faut critiquer les entreprises qui sont dans cette démarche-là, mais il faut pas oublier qu'il y a malgré tout une recherche de la part d'humains, d'êtres humains qui ont réellement envie de porter des messages comme ça. Et là, je pense typiquement à un jeu qui est sorti assez récemment qui s'appelle Caravan Sandwich, qui a été créé notamment par une jeune femme trans qui avait envie aussi de porter fièrement pas seulement les identités queer dans son jeu, mais ça en fait partie, et elle le dit clairement, c'est un jeu politisé. Et ça, je trouve qu'il y a rien de plus beau que quelqu'un qui justement affirme tellement ses positions politiques à travers le jeu, mais au-delà de la politique, c'est aussi juste de dire j'existe, donc je fais ce que je veux en fait, je crée les messages que j'ai envie de faire passer, je les fais passer à travers mon jeu. Il y a une instrumentalisation de cette lutte-là depuis des années, c'est pas la première fois, on le voit dans le cinéma, je veux dire, tu regardes les Marvel, on est en plein dedans, tu regardes Netflix, on est en plein dedans, mais je pense que c'est une étape pour aller vers peut-être, je l'espère en tout cas, un monde un petit peu meilleur. Et j'estime que typiquement Netflix s'est saisi du besoin des gens de voir de meilleures représentations plus inclusives, plus diverses de manière générale. Mais d'une autre manière, d'un autre côté, ça a aussi servi à des personnes qui avaient envie de raconter leur histoire, d'être plus mises en avant. Et derrière, ça a un impact, puisque moi, c'est le but de mon travail, c'est de dire ça aux gens. C'est que les représentations, quand elles sont justes, quand elles sont authentiques, elles ont réellement un impact. Et aujourd'hui, moi, je pars du principe que les jeux vidéo, notamment, changent des vies en fait. Il y a des personnes qui décident de changer de carrière parce qu'elles sont tombées sur des jeux qui vraiment leur ont fait du bien. Il y a des personnes qui comprennent des identités marginalisées parce qu'elles ont incarné des personnages auxquels à la base elles n'ont rien à voir avec elles, tu vois. Et je fais partie de ces gens-là, et c'est aussi pour ça que je me suis vraiment donné un peu cette mission de mon côté de faire évoluer les mentalités. Et je pense que en tant que première industrie de la culture et du divertissement aujourd'hui, en fait, le jeu vidéo a une responsabilité de passer de cet aspect où là, aujourd'hui, on se nourrit de beaucoup de représentations, mais aussi de beaucoup de clichés et de stéréotypes, en fait. C'est une étape vers la suite qui va être donc des jeux qui vont être un petit peu plus authentiques, un petit peu plus justes. Mais au moins, en attendant, les personnes se sentent un petit peu plus vues. À un moment donné, on arrêtera tout simplement aussi de questionner, en fait, leur existence dans ces milieux. Et je pense que, voilà, moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas, pour le futur. Je suis tout à fait d'accord avec Jennifer, mais il me reste un doute. Lorsque je parcours les catalogues des plateformes ou que je regarde les pilotes de certaines séries, jusqu'où va le cynisme de cette industrie? Qui est le vrai public ciblé de cette diversité que certaines séries mettent en avant? Sont-ils ceux et celles qui ont besoin de plus de représentation? Ou au final, les publics ciblés, ce sont d'abord certaines personnes blanches, cis, hétéros, qui répond ainsi à un désir étrange, un peu malsain de regarder ces minorités? Déjà, dans le jeu vidéo, moi, je le vois avec les studios avec qui je travaille. Parfois, ils sont très contents. Du coup, nous, on a créé ça. Et du coup, notre personnage principal, c'est une femme noire, trans, en situation de handicap. Elle a un ADHD. Enfin, voilà, ils mettent tout à la fois et ils se disent, voilà, du coup, on a fait la diversité, on a fait l'inclusion et voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, il y a tout un travail à faire derrière et ça prouve que on a besoin des gens pour faire ce travail-là. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi aussi, j'ai eu ces retours-là de personnes qui ont l'impression que aujourd'hui, ce que les plateformes veulent proposer, c'est surtout du trauma dumping, en fait. Donc, utiliser les vécus des gens pour un public qui n'est pas eux, pour raconter des histoires, mais plutôt les histoires des histoires traumatiques, en fait. Et ça, c'est vendeur. C'est du voyeurisme et c'est hyper vendeur. Et malheureusement, pour sortir de ça, ça va être très difficile. Mais je pense que, en même temps, on est aussi vers une transition. En fait, on en revient toujours à la même question des créateurs et créatrices concernés qui peuvent et doivent avoir les clés et l'investissement nécessaire pour créer derrière. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait. À partir du moment où on va créer des histoires pour choquer, on va jamais sortir de cette boucle-là, en fait. Et aujourd'hui, je veux dire que je pense à des séries comme Heartstopper qui est sur Netflix, je sais pas si vous voyez. Pour moi, c'est une bulle de douceur parce que moi-même, je suis une personne queer qui raconte du coup une histoire de deux jeunes adolescents, un qui est gay, un autre qui est bisexuel, et qui vont tout simplement se découvrir ensemble à l'école, se mettre ensemble, découvrir l'amour, découvrir leur adolescence, les relations amicales, et en même temps, effectivement, il va y avoir des histoires aussi de
de personnages secondaires qui vont être, par exemple, un personnage trans, un personnage qui va se découvrir non-binaire, un personnage qui va se découvrir peut-être asexuel ou aromantique. Et on peut se dire de premier abord, ah mais ça fait un peu too much, c'est genre là aussi on nous met tout. Mais c'est travaillé en fait, c'est hyper bien travaillé de manière à ce que tu n'aies pas cette impression que on nous met juste ça pour mettre le quota de diversité. Non, c'est chacune de ces histoires-là est craftée au millimètre près pour nous raconter des expériences qu'on a envie de voir et laisser de côté aussi cette partie un peu de trauma dumping, d'instrumentalisation de ces identités-là. Et je pense que là encore, ça nous met vers la voie vers quelque chose d'un petit peu plus authentique. L'authenticité, c'est vraiment la clé en fait dans ces représentations-là. L'authenticité des récits, c'est aussi ça, l'inclusion des personnes sous-représentées. Jennifer, on l'a dit, c'est son travail de conseiller, d'aider les studios à faire des personnages bien écrits, de sortir de certains clichés de représentation. Mais avec Guglielmo, on s'est demandé s'il n'y avait pas un risque pour elle d'être utilisée dans une certaine diversité de façades. On appelle ça être tokenisé. Pour être un peu cynique, est-ce que ça arrive qu'un studio fasse appel à Jennifer pour avoir une femme noire et se dire « c'est bon, j'ai la conscience tranquille ». J'ai déjà été tokenisée à plusieurs reprises, avec l'association surtout. De toute façon, pour les personnes minorisées, c'est un combat de tous les jours. Il suffit pas de rester dans le jeu vidéo ou de travailler dans ces cas-là pour le faire. Tu peux évoluer en entreprise et parce que t'es la seule femme noire, on va te dire, tiens, mets-toi devant pour la photo d'équipe et puis comme ça, voilà, ça nous fait notre petit quota. Je suis pas dupe non plus. Je le sais que avec l'association, quand on a certains studios qui veulent faire appel à nous pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble, c'est aussi pour dire dans leurs valeurs, regardez, nous on est inclusif, on travaille avec des assos comme ça. On n'est pas dupe. Mais le truc c'est comment est-ce qu'on le met à notre avantage? C'est ça la réflexion derrière. Parce que le tokenisme existe et il continuera d'exister qu'on le veuille ou non en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour l'utiliser à notre tour de manière à ce que ça nous serve? On peut pas juste laisser les gens qui veulent profiter de nous gagner leur pain vis-à-vis de ça. Donc on va faire en sorte que nous, ça nous serve à quelque chose. Et moi, dans mon boulot, c'est vraiment le combat de ma vie. Il y a des studios qui me disent est-ce que t'es OK qu'on communique sur le fait qu'on a travaillé avec toi? Je regarde. Si vraiment la démarche, je la sens sincère, je la sens honnête et je sens que ça va vraiment apporter quelque chose, je vais dire oui, communiquons ensemble sur le fait qu'on a travaillé ensemble. Si ce n'est pas le cas, je vais dire non. Dans le contrat que je fais avec ces studios-là, c'est un point hyper important pour moi parce que je veux pas me retrouver dans un cas où on se dit c'est bon, ça a été validé par Jennifer, ça a été travaillé avec Jennifer, donc on n'a aucun souci de représentativité dans nos jeux. C'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, beaucoup de studios font appel à moi après qu'ils aient déjà travaillé sur leur jeu. Ça, c'est aussi un de mes combats, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent que le plus important, c'est de faire intervenir des personnes comme moi bien en amont du projet et non pas à la fin juste pour se dédouaner et dire voilà, on l'a fait relire par quelqu'un. Et surtout après pour me dire avec tes retours, merci beaucoup pour tes retours, mais on a déjà trop avancé donc on pourra rien faire. En fait, ça ne sert à rien pour moi. Ça me fait gagner de l'argent, certes, mais c'est pas le but en fait de mon engagement. Le but de mon engagement, c'est d'avoir réellement un impact et pas faire en sorte que ça vous serve derrière pour votre com. Moi, j'admire les personnes qui veulent complètement sortir de ça. Il y a des personnes qui nous poussent aussi à une certaine pureté militante pour dire non, mais là, tu vois bien que t'es un token, il faut absolument pas accepter ça. Et je l'entends, mais tellement. Mais de la même manière, je vais dire, quand tu veux essayer de changer les choses, tu dois faire, comme tu dis, avec les armes que tu as et tu dois être présente, tu dois être visible et tu dois être présente là où tu peux changer un minimum les choses. Donc malheureusement, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a. En fait, il faut pas y aller si tu sais que ça n'a pas d'impact, tout simplement. Et moi, j'essaye d'aller sur cette perspective-là de manière générale. Bon, elle est forte et combative, Jennifer. Mais voilà, moi, je vais être honnête, là. Les rares fois où j'ai joué à des jeux vidéo, les choses qui me retiennent à l'écran sont deux. L'univers, c'est-à-dire la direction artistique, et les gameplays. Au milieu de toutes ces polémiques qui me renvoient souvent les médias, est-ce que si les jeux m'accrochent et qu'il est bon, toutes ces polémiques sont réduites à néant. En fin de compte, mais qui est à l'origine de toutes ces controverses ?
Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en fait, c'est surtout des minorités très bruyantes qui font et qui créent ces polémiques-là. Et le problème, c'est justement le fait qu'elles soient bruyantes parce que elles créent du coup un effet boule de neige où elles vont rallier des gens à leurs pensées. Et moi, c'est ça le problème que je trouve. Je veux croire qu'à la base, les gens ne sont pas forcément fermés à retrouver des jeux qui soient un peu plus inclusifs. Je pense que c'est surtout voilà une catégorie de personnes, il faut le dire, hein, des personnes qui véhiculent des idéologies extrémistes et d'extrême droite. Et ces personnes-là, on sait que c'est une idéologie qui vient pas de nulle part. C'est-à-dire que même dans le jeu vidéo, il y a des messages d'extrême qui veulent être passé en fait. Le machisme, les incels, si vous avez juste, enfin peut-être que vous connaissez la polémique du Gamergate aussi qui s'est déroulée en 2014. Donc déjà depuis ce moment-là, on a observé que il y a un harcèlement massif qui se fait notamment envers les femmes qui créent des jeux vidéo, les journalistes qui s'emparent de ces sujets-là pour les faire disparaître, pour les silencier en fait. Donc à partir du moment où on sait ça, moi je sais que c'est quelque chose qui me fait relativement relativiser parce que je me dis, je me sens pas en danger parce que je prends la parole sur ces sujets-là. Je me dis juste que on ne peut pas arrêter ce type de pensée. Qu'on le veuille ou non, en fait, ce genre de choses va continuer à exister dans ces milieux. Donc, autant continuer à faire ce qu'on veut, en fait. Je veux pas faire partie des gens que ce type de polémique va silencier parce que, justement, je pense qu'il y a vraiment une majorité de personnes qui restent ouvertes d'esprit, qui a envie de trouver ces représentations-là et qui a envie d'enrichir, comme tu disais pour toi, leur milieu culturel. Parce que ce qu'on a connu avant va rester, va continuer d'exister. Mais quand on voit l'impact que ça a sur les gens, je pense qu'il faut continuer à aller dans cette direction. Alors là, Jennifer a cité le Gamergate, et si on est un peu à l'écart de ce milieu, on peut ne pas savoir de quoi on parle. Les controverses du Gamergate désignent une série de harcèlements basés sur des accusations non fondées d'un supposé conflit d'intérêts entre une développeuse indépendante, Zoe Quinn, et un journaliste de jeux vidéo. Le Gamergate est devenu une sorte de symbole de cette fracture culturelle qu'il y a dans le jeu vidéo entre ceux qui appellent à la diversité dans l'industrie et ceux qui perçoivent ces revendications comme une menace pour la culture gaming. Bon, ces joueurs, on l'a dit, ils représentent une minorité. Une minorité bruyante, très souvent composée d'hommes d'extrême droite qui lancent des campagnes de harcèlement. Et ça a quand même un impact, mine de rien, sur les équipes, sur les studios, mais aussi sur les joueurs. L'impact que ça a, déjà, il existe sur les studios, sur les développeurs eux-mêmes. Je veux dire, c'est des personnes qui se prennent énormément de harcèlement, de cyberharcèlement, surtout quand c'est des femmes, des personnes issues des différentes minorités, etc. Les studios essayent de les protéger tant bien que mal, hein, mais sur Internet, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, tout va très très vite. Et au-delà de l'impact sur les développeurs, c'est un impact aussi sur les joueurs, les gens qui consomment ces plateformes-là, comme je disais tout à l'heure, pour les rallier en fait à leur cause. Il y a ce truc-là de créer la polémique, créer un bug, et du coup ça en fait voilà toute une boule de neige qui est beaucoup plus grosse que ce qui était là au départ. Quand il y a une personne qui a décidé de monter des listes sur des plateformes comme Steam, etc., où il crée donc des pages avec des centaines de milliers de personnes pour dire boycotter ces jeux-là parce qu'il y a une femme dedans, boycotter ce jeu parce qu'ils ont mis des pronoms dedans. À partir de ce moment-là, quand tu sais que ça rallie 200, 300 000 personnes, tu dis oui, ça a un impact en fait, et que ça a quand même un impact non négligeable. Et ce truc des listes, ça a complètement été banalisé aujourd'hui. Space Marine 2, Warhammer Space Marine 2 qui a été annoncé, qui est quand même un jeu qui a été annoncé par l'un des créateurs qui a dit moi je suis anti-woke, moi je veux revenir au jeu d'antan, le progressisme c'est pas pour nous et tout. Il y a un personnage féminin dedans, peut-être un personnage noir, et ce sont tous des personnages secondaires d'ailleurs, mais à partir de ce moment-là, le jeu a été catégorisé comme étant woke d'après ces listes-là. Donc c'est pour dire l'absurdité du truc. Eux-mêmes ne sont pas convaincus en fait de ce qu'ils font. Eux-mêmes sont ignorants au point de catégoriser un jeu comme étant woke juste parce que ça a des femmes et des personnages racisés dedans. Donc c'est là aussi qu'on voit que l'idéologie de l'anti-progressisme, ils se mettent des balles dans leur propre camp en fait. Ça n'a juste aucun sens, et de plus en plus eux-mêmes ils véhiculent des idées qui sont malheureusement en fait banalisées et reprises par notamment beaucoup de jeunes qui vont commencer à utiliser le terme woke pour tout et pour rien juste parce qu'il y a une femme dans un jeu vidéo quoi. Et je pense que c'est ça aussi que ça crée, c'est de l'ignorance. Les gens s'emparent de ces sujets-là sans savoir ce que ça veut dire.
Nous devons faire attention aux mots que nous utilisons, car les termes comme woke, il me semble qu'ils ne servent plus que à disqualifier tout discours vaguement de gauche. Et dans les discours de Jennifer surtout, les centres est mis sur un autre sujet, la création des représentations authentiques et non forcées. Et oui, je ne réalise que après l'entretien qu'il aurait été intéressant de comprendre un peu mieux comment cette différence se structure. Bon, tant pis, ça sera pour une autre fois. Aussi parce que, une chose que nous voulons souvent avec Alex vers la fin de nos discussions, c'est aussi d'envisager le demain. C'est-à-dire, quel est l'avenir de l'industrie du jeu vidéo. En termes d'inclusion, on veut aussi nous faire croire qu'il y a un rétropédalage qui est en train de se préparer parce que il y a énormément, donc beaucoup de backlash de la part de beaucoup de communautés de joueurs qui disent qu'ils veulent pas voir de wokisme donc dans leur jeu, mais en vérité c'est pas parce qu'ils cherchent ça que ça va s'arrêter. Enfin, des personnes comme moi et comme plein d'autres, parce que justement elles voient un petit peu plus de représentation, vont avoir envie de continuer à créer et de raconter leur propre histoire. Ça, qu'ils le veuillent ou non, ça va jamais s'arrêter. Que ce soit dans le jeu vidéo ou dans d'autres médiums d'ailleurs. Donc moi je vois de plus en plus d'histoires qui vont être créées à travers les jeux vidéo et de gens qui auront envie de raconter leurs expériences. Je vois un monde, en tout cas j'espère, un monde où on va avoir plus d'opportunités en termes d'investissement financier aussi, parce qu'il y a beaucoup de barrières. On disait tout à l'heure, rien que pour des femmes, c'est très compliqué d'obtenir de lever des fonds quand tu montes un studio pour faire tes propres jeux. C'est très très dur. Je pense que j'y vois malgré tout un espoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de croire. Et pour le monde de l'inclusion de manière générale, ce que je sais, c'est que les jeux vidéo, ils sont joués partout dans le monde. En fait, quand tu crées aujourd'hui, c'est pas juste pour une niche dans le sud de la France. Enfin, tu as envie que ce soit joué dans le monde entier. L'inclusion, elle a lieu avec ces acteurs. Et ça, je pense que c'est le vrai sujet, c'est d'impliquer de plus en plus et d'empouvoirer les personnes qui ont envie de créer sur le continent et ailleurs, des personnes marginalisées, etc. Tant qu'on leur donne les clés pour y arriver, ça ne peut que nous amener vers un monde qu'on a envie de voir, je pense. On espère que vous avez autant apprécié écouter cet épisode que nous à l'enregistrer. Un grand merci à Jennifer Lufo d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous invite grandement à suivre son association, Afrogameuse, active sur Instagram mais aussi sur Twitch. Si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Pour les fidèles de la bande FM de Radio Grenouille, venez quand même jeter une oreille sur le flux de podcast, on y propose parfois des versions un peu plus longues de ce qu'on fait, et peut-être que nos anciens sujets pourraient vous plaire. Sur ce, merci encore d'avoir écouté, et à bientôt dans vos applis et sur Radio Grenouille. Azerty.